Zat Hashem, Parashat Shemot et Sefer Shemot Bémet. On commence un nouveau livre, le livre des noms Shemot. Qu'est-ce que ça cache, les noms? C'est une bonne question que le Midrash déjà il demande. Il dit Moné mispar la kochavim le chulam Shemot ikra. On a trouvé qu'Hachem il compte et il dit les noms, comme à partir de cette semaine qu'il a compté les Bnei Israël, ils sont venus Shivim Nafesh 70, puis la Torah se met à dénombrer les tribus dans les étoiles. Comme ça il dit le Midrash. On a trouvé Moné mispar la kochavim, Hachem il les compte, les chulam Shemot ikra et il dit leurs noms. Pareil, dans ce livre, Sefer Shemot, on commence avec un genre de dénombrement et on les compte. Et on dit leurs noms. Donc qu'est-ce que ça signifie? Et puis en quoi c'est lié à tout le livre de Shemot? Puisqu'on a un petit peu maintenant, on commence une nouvelle période. On commence la période de Sefer Shemot, aussi la période de Shovavim, qui commence avec le livre de Shemot. Le Chida disait, avant de commencer un shiur sur Parashat Shemot, il disait le Chida, vous entendez? Avant de commencer, il disait Ve'ele Shemot. Il disait le Chida, Ve'ele Shemot. Raché Tevot, Ve'chayav, Adam, Likro, Aparasha, Shne Mikra, Targum. Ve'ele Shemot. Avant même de commencer le livre, il disait je dis pas un Dvar Torah sans rappeler cette mitzvah de dire Shne Mikra Targum. Que surtout quand on commence un nouveau livre, alors peut-être on va dire c'est un peu un tremplin, c'est l'occasion d'attraper la perche, même si on n'a pas été au point dans Bereshit, on a raté un petit peu, mais les poskim ils disent même si tu as raté des parachutes dans Bereshit, tu peux commencer dès maintenant, et même s'il y a une mitzvah, la shlim, jusqu'à Simchat Torah, de rattraper le manque de Bereshit, mais vadaï que c'est pas me'akev, ça n'empêche pas de commencer maintenant un nouveau départ, et d'être sérieux dans Shne Mikra et Targum. C'est une mitzvah assez difficile parce qu'elle prend du temps et parce qu'on comprend pas forcément quand on lit 2 fois le texte en hébreu et une fois en araméen, on comprend pas forcément, donc ça prend du temps et c'est pesant. Et bien mettre mesure pour mesure, comme toutes les mitzvot qui prennent du temps, la Gemara dit il y a plein de mitzvot qui prennent du temps, on est aurait de Harichut Yamim Veshanim, des belles et longues années, comme ça dit la Gemara dans Brachot. Pourquoi on ne cite pas les noms des femmes des Shvatim? Ils sont pas dans le dénombrement, ils sont pas dans le dénombrement, c'est pas un chélek. Il y a que à part Serach, Yocheved et Dina, c'est les seuls qui sont comptés. Mais les autres femmes des Shvatim, il y a une marloquette Bichlal, est-ce qu'il y avait des Kénanites, est-ce qu'il n'y avait pas des Kénanites? Il y a une marloquette Bézé. Et voilà, c'est rare. Et les autres femmes ne sont pas comptées dans le dénombrement. Elles ne sont pas comptées. Donc on ne les cite pas parce qu'on cite les 70 âmes souches du Klei Israël. Donc il y a d'autres personnes qui étaient autour de ces 70, mais qui ne sont pas forcément comptées et mentionnées dans leur nom. Akol Panim, donc Shne Mikra Targum, avant qu'on commence la paracha, si le Chida, il a dit avant de commencer, on dit Shne Mikra, alors je rappelle un petit peu que on a une mitzvah de lire 2 fois en hébreu, donc si on écoute le Chazan à la choule, ça compte pas, parce que c'est pas une lecture, mais si on lit en même temps que le Chazan à la choule, ça compte à 100%. Donc vous avez déjà une kriya, une lecture dans la poche. Donc maintenant, il suffit d'ouvrir le Chumash dans la semaine, de fixer un moment, de lire une deuxième fois, et ensuite le Targum, même si on comprend pas le Targum, on est quitte. Si on préfère faire Rashi ou la traduction de Rashi, ça marche, mais attention, Rashi ne commande pas tous les psukim. Les psukim qui manquent, il faudra les lire une 3e fois, ou en hébreu ou en Targum. Non, j'ai dit si on veut faire Rashi à la place du Targum, ça marche aussi. Rashi peut remplacer. Mais une traduction en français, traduction française, comme ça, Yevesha, on va dire telle qu'elle, elle ne marche pas. Parce que c'est pas expliqué. Ils traduisent sans expliquer, alors que le Targum il traduit et il explique. Comme ça, ils disent les Rishonim, Tosfot, sur place, il dit que ça marche pas une traduction. Si quelqu'un il a une traduction avec des commentaires intégrés, aujourd'hui je connais pas vraiment, mais à l'époque il y en avait, dit le Mishnah Moura, alors ça marche aussi. Donc Alkol Panim, c'est une mitzvah de se renforcer. Et juste pour vous raconter une petite histoire du Chida lui-même, qui aimait beaucoup la mitzvah de Shne Mikra et Targum, en plus en Shovavim, j'ai lu que c'est un tikkun meyuchad, c'est matim à la période de Shovavim. Pendant Shovavim, il faut se renforcer dans la midah de Tzadik. Tzadik et Sodolam. Shovavim, c'est la midah de Tzadik. On doit se renforcer dans tous les domaines où un homme il s'appelle Tzadik. Et un des domaines où c'est marqué, c'est Shne Mikra et Targum. Que celui qui fait Shne Mikra et Targum comme il faut, alors disent les Svarim qu'il a un Shem Tzadik, c'est midah Tayesod. Donc c'est très matim à cette période de se renforcer. Comme ça ramène le Prim Gadim. Le Prim Gadim lui-même, il ramène, c'est pas que le Chida, le Prim Gadim dans le Shulchan Aruch, un posek, il ramène cette allusion, Ve'ele Shemot, de se renforcer dans Shne Mikra et Targum, sur la parashat à Shavua. À Kol Panim, il y a un petit sipour avec le Chida sur Shne Mikra, avant qu'on commence le shiur sur Shemot, mais c'est mignon, et puis vous pourrez raconter à table.
il y avait un vendeur de fromage qui est parti voir le Chida et lui a demandé de mettre une ashgara sur son fromage. Il lui a dit, mais j'ai pas vérifié ton fromage. Je sais pas s'il est caché ou non. Est-ce que t'as pas utilisé de la présure ou t'as pas fait dans un keva de bête tréfa que à ce moment-là le fromage il est pas caché. Et il s'est énervé le vendeur, il a pris un couteau, il a dit tu me signes une ashgara ou voilà. Donc il a menacé le Chida. Le Chida il a vu qu'il était sérieux, que c'était dangereux, il a commencé à signer une ashgara. Et il a écrit la ashgara comme et à l'époque c'était le minhag qu'on finit d'écrire la ashgara, on signe avec un pasouk. Comme dans beaucoup de svarim, vous voyez la première page de devanture, c'est signé avec un pasouk. Donc il écrit à la fin, il écrit Kacha tochlu oto, motnechem yuchagurim, un pasouk du Sefer Shemot sur le Korban Pessah, ainsi vous le mangerez, la ceinture serrée et le bâton dans la main, Pessah ou l'Hachem. Il faut le manger avec les chaussures aux pieds, la ceinture serrée, comme ça écrit, et il écrit Shemot. Alors que c'est pas dans Parashat Shemot, c'est dans Bo. Il écrit Shemot. Et il met des petites guillemets sur le Shemot. Évidemment, le vendeur qui n'était pas un Talmid Chacham, il n'a pas fait attention est-ce que c'est Parashat Shemot, Parashat Bo. Il a eu l'ashgacha, il a dit j'ai l'ashgacha du Chida, il est parti dans une autre ville vendre ses fromages. Et ensuite il arrive, on présente ses fromages, et puis le Rav de la ville qui s'intéresse et il dit d'où tu vois, il dit j'ai une ashgacha du Chida. Alors le Rav de la ville était époustouflé, une ashgacha du Chida, vraiment, tes fromages ils doivent vraiment être cachés alors qu'ils n'étaient pas du tout. Et puis regarde l'ashgacha, et puis à la main il faut le pasouk, Parashat Shemot. Le Chida il sait pas que c'est dans Parashat Bo. Ainsi vous mangerez le Korban Pessah dans Parashat Bo. Et des guillemets. Pourquoi Shemot avec des guillemets comme si on dirait que c'est des rachets tes votes, on dirait que c'est des acrostiches. Il a compris. Shne mikra vechat targum. Il a pris tout de suite un targum sur le pasouk qui est démarqué. Ainsi vous le mangerez, la ceinture serrée. Et il a vu la ceinture serrée en araméen, char tsechon asirin. En araméen ça se dit les fromages sont interdits. Char tsechon asirin. Les fromages sont interdits. Donc le Rida il a cherché un pasouk. Où il y avait un jeu de mots, allusion au fromage interdit, il a trouvé un targum, il a marqué Shemot, Shemikra et targum, ah mais vin yavin, ce qu'on peut faire on fait. Et Baruch Hashem, ils ont pas honte. Bon, c'est une mitzvah de se renforcer dans Shemikra, et en particulier dans cette période. Alors maintenant on commence, comme on était quand même d'Ivra Chida, on peut se permettre de commencer la paracha. Ve'ele Shemot Abaim Mitzrayma et Yaakov Ishu Beto Baou. La Torah elle nous décrit, on a l'impression qu'on vient d'arriver en Égypte, alors que ça fait déjà plusieurs parachiotes que Yosef est descendu, les frères sont descendus, ensuite Yaakov est descendu, il a vécu là-bas, Vaïchi, Yaakov. Là on te dit non, voilà, ils viennent d'arriver. Mais les Shemot, Abaim Mitzrayma, ils arrivent en Égypte. Comme ça ils demandent certains Mefarshim, c'est bizarre. Ishu Beto, Yaakov avec sa maison, ils viennent d'arriver. Baou. Ve Yosef à Mitzrayim, Yosef lui, il était déjà. Yosef à Mitzrayim. Mais alors que bon, tout le monde était déjà là. Tout le monde était déjà là. Yosef à Mitzrayim. Rachid il s'interroge un petit peu aussi sur ce Yosef Ayab Mitzrayim. Il dit Ayab et Tzidko, il était le même, il a toujours resté le même, il est resté stable. Il dit Yosef. Aré fait partie, il dit Rachid des 70. Pourquoi tu me dis qu'il était en Égypte? Le Odiarat Tzidkato. C'est quoi que Yosef il était? C'est-à-dire il était toujours égal à lui-même. Comme il était Yosef chez son père, comme il était en Égypte, comme il est maintenant, toujours tzaddik. Et on te précise au passage que Yaakov aussi vient d'arriver, alors qu'ils viennent pas du tout d'arriver. Et on compte les 70 âmes souches du clan d'Israël. Mais après, il y a eu un nouveau roi, et puis la Doraou, cette génération-là, ils ont fini par être niftar, par décéder, et il y a maintenant des décrets, et donc la situation elle commence à devenir très obscure, Parashat Shemot, la période de Shovavim elle est difficile, comme on l'a mentionné, Parashat Shemot Befrat, qu'il y a l'obscurité de la galoute, l'exil, l'exil. Quand on veut parler de la sortie d'Égypte, parce qu'on va en parler beaucoup, la sortie d'Égypte, depuis déjà la parashat Vaera, ça commence la délivrance. On n'a que la parashat Shemot où c'est vraiment l'exil et l'esclavage à 100%. Il écrit vers Hachem. Et déjà, on voit déjà les simanim, les signes de la Géoula. Mais la Géoula, ça va être qu'à partir de Vaera, Bo, jusqu'à Yitro Mishpatim. La période de Shovavim, c'est toute la période de Galout, Géoula. Tant qu'on n'aura pas, on ne sera pas sorti d'Égypte, on n'aura pas reçu la Torah, ça ne s'appelle pas encore qu'on a été vraiment libéré. Et donc, eh bien, la Torah nous raconte la galoute en Égypte. Et Béhémet, si quelqu'un il veut comprendre, puisqu'on en parle tous les jours, le matin et le soir, c'est quoi la sortie d'Égypte? On s'en rappelle tous les jours, Yubifrat à Pessar, mais sinon on a une mitzvah à s'en rappeler tous les jours, le matin et le soir. Pour comprendre c'est quoi la grandeur de la sortie d'Égypte qu'on écrit dans Emet Ve'etiv, Emet Ve'emuna, il faut comprendre c'est quoi le problème de la galoute. Si quelqu'un il sait pas qu'est-ce qui s'est passé en Égypte et quel était le problème là-bas,
Bon, on a compris, il y avait l'esclavage, il y avait de l'impureté. Mais si quelqu'un prend pas la Nekuda, le koshi de Mitzrayim, malheureusement, le clan Israël, il y a eu plein de galouillottes. Il y a eu plein de galouillottes déjà depuis Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, Vaaretz haïta tohu vavohu. Déjà depuis le deuxième pasouk de la Torah, on nous parle déjà en allusion des galouillottes. Haaretz haïta tohu vavohu, tohu c'est paras, vohu c'est madai, Rocher c'est yavan et Tehom, le puits profond, l'abîme, c'est la galoute dans laquelle on est. C'est Edom. Donc on va déjà les galouillottes. Mais on sait que Mitzrayim c'était Miyuchad. Mitzrayim c'est une galoute Miyuchadet. Le Ramchal il dit que si on parle tout le temps de la sortie d'Égypte, parce que jusqu'à la Tzid Lavoshka, la Géoula finale, il n'y a pas comme une Géoula, la Géoula de l'Égypte, et il n'y a pas comme le Shiboud, il rajoute le Ramchal de l'Égypte. Pourtant, c'était pas spécialement, j'ai entendu le Rav de Klausenburg, c'était un grand Rav, un grand tzaddik Talmid Chacham, qui a vécu la Shoah. Il a dit que la Shoah c'était plus dur que Yetziat Mitzrayim, c'était plus dur que le Shiboud en Égypte. Vous allez dire Rav de Klausenburg. Il connaissait bien toutes les parachutes et tous les midrashim, il dit c'était plus dur. Alors, et pourtant le Ramchal il dit il n'y a pas comme la galoute de Mitzrayim. Il faut comprendre, si on veut parler de la Géoula, il faut comprendre quel est le problème de cette galoute-là, qu'est-ce qu'elle avait de Miyuchedet. Et dans la Torah, bon, on a l'impression quand même que c'est difficile, qu'il y a beaucoup de travail. Vaïv Mareru et Trayehem, ils leur ont rendu la vie amère, ils leur ont donné beaucoup de travail. Mais bon, d'un autre côté, on voit aussi que la Torah nous dit, Ramim nous disent qu'à Pessah, on prend du maror, on prend la rassa de la laitue. C'est ça le hidour, elle dit la Gemara, parce qu'au début c'est doux, et seulement après, on ressent l'amertume. Donc on voit que quand même en Égypte, c'était pas non plus, c'était pas directement les pogroms, mais non, c'était, on commence doucement, on vous fait travailler, et ça se renforce. Donc c'est un signon, il y a un signon, il y a un style d'esclavage qui est pas comme dans les autres galouillottes. Et d'un autre côté, ça a l'air que pourtant c'était la plus grande galoute et la plus grande délivrance aussi. Ainsi, il y a une si grande délivrance, c'est que aussi dans la galoute, il y avait aussi un grand problème, sinon ce serait pas équilibré. Un petit problème et une super Géoula avec plein de nissim, et on en parle jusqu'à aujourd'hui, matin et soir, c'est qu'il y avait un vrai problème en Égypte. Lorsque Hachem il parle au Klal Israël dans les parachutes de Matan Torah, il dit est-ce que ça s'est déjà passé, vous avez déjà vu une délivrance comme la sortie d'Égypte? Comme ça il dit au Klal Israël, ça s'est pas vu quelque chose comme ça. Donc Hachem Mamash il est en train d'être madgish que dans la Torah elle-même qu'il n'y a pas comme la sortie d'Égypte. Alors il faut comprendre quel était le problème en Égypte. Ça c'est la première question, puisqu'on rentre dans le Sefer Shemot, le Sefer de la Galoute, comprendre déjà le nom Shemot, on a demandé, à part Shnei Mikra Targum, qu'est-ce que ça signifie, le livre des noms. Et maintenant comprendre c'est quoi l'Égypte exactement, quel a été le problème. Donc la Torah elle nous dit que c'était très difficile, ils ont travaillé Beparer, il y a écrit 2 fois dans le Pasouk, et Kol Avodatam Asher Asu Beparer, 2 fois Parer, le Midrash il dit, il faisait 600 briques par jour. 600 briques c'est marqué dans le Midrash, Rav Kanievski il dit parce qu'il écrit 2 fois Parer c'est 300. Donc il a écrit 2 fois Parer, ça fait 600 briques. Il devait, Mamash, tous les jours travailler, le quota c'était 600 briques par jour, comme ça c'est marqué dans le Midrash, c'est Meroumas dans le Pasouk, et c'était difficile, Mamash, Avoda Kasha, Bechomer, Bilveni, la Torah nous décrit, Bechol Avoda Basadi. C'était difficile. À part ça, il y a marqué ensuite que Moshe Rabbeinu, Moshe, alors lui il a grandi dans le palais, il était différent des autres. C'est marqué dans le Midrash qu'il était déjà un ministre, alors qu'il était pourtant jeune. Déjà Paro lui a donné un titre, Mineo Paro Albeto. Déjà il avait un titre de ministre de Sar Hashouv, alors qu'il était encore très jeune. Et lui, Moshe, ça l'intéressait pas du tout, cette histoire-là d'être roi ou ministre en Égypte. Il sortait, la Torah nous dit, il sortait vers ses frères, et il allait les voir, et il pleurait, Vayar Besivlotam, il voyait combien il travaillait dur. Et même il a tué un Égyptien qui frappait un Ivri. Donc on voit qu'il s'intéresse, avec Dala Yeled, on voit que lorsqu'il grandit, alors Vaïtzel et Chav, il s'est intéressé, Vayar Besivlotam, il a vu leurs difficultés. Veifen Kovaro, il a vu qu'il pouvait tuer l'Égyptien, il l'a sauvé. Et puis c'est marqué dans le Midrash beaucoup de choses sur ça, qu'il portait avec eux les fardeaux, il pleurait. Si seulement je pouvais souffrir à votre place, il disait. Même lorsqu'il a vu le buisson, il y a marqué Vayar Hashem Kisar Lirot. Moshe Rabbeinu s'est détourné pour voir le buisson ardent qui brûlait, ne se consumait point. Comme ça c'est marqué dans le texte, mais le Midrash il dit Hashem il a vu quoi? Pas juste qu'il s'est tourné pour voir le buisson, ça c'est vrai, mais il s'est tourné pour voir les Juifs surtout. Hachem il s'est tourné pour voir les Juifs. Il aurait pu s'occuper de son palais, de son titre, de ses fonctions. Non, il s'est occupé du clan d'Israël. Et c'est magnifique parce que Moshe Rabbeinu, dans le Midrash sur la paracha, c'est marqué qu'il atteint des dargotes très élevées. Dans le Midrash, il fait un petit vicouar, un petit peu une discussion, entre guillemets, ou on va dire non,
un combat, on va dire, entre Moshe Rabbeinu et les Havot. Et chacun vient défendre sa Ma'ala devant l'autre. Et bah sauf c'est Moshe Rabbeinu qui remporte le victoire. Il montre à Avraham, Yitzhak et Yaakov qu'il a une plus grande Ma'ala que eux. Pourtant il n'y a pas comme les Havot. Hein. Il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, il lui dit au début de Parashat Veira, Chaval de'avdim velo mishtakrim, il n'y a pas comme les Havot. Toi, tout de suite tu te plains que le clan Israël a des problèmes et tu demandes où est la délivrance, où est la délivrance. Les Havot, ils avaient une Emouna, il n'y a pas comme eux, il n'y a pas comme les Havot. Mais dans les Dargot, dans le niveau de Moshe Rabbeinu qu'il a atteint, dès qu'il est né, il y avait de la lumière dans la maison. Il est né, il y avait de la lumière. Imaginez les Dargot, Ishelokim. On n'a pas vu sur la vote, c'était des Bnei Adam, des êtres humains très très élevés. Ils sont arrivés à la Shlemout en tant qu'être humain. Moshe Rabbeinu, il est un petit peu sorti de la catégorie d'être humain. Ishelokim. Ishelokim. Hein, le Meshach Chochma, il dit qu'il n'avait plus la prira. Puisque Hachem, il a dit au clan Israël d'être Ma'amin dans Moshe. Comme ça, c'est marqué. Becha yaminu leolam. Vayaminu b'Hachem uv Moshe avdo. Il demande au Meshach Chochma, comment c'est possible d'être Ma'amin dans un homme? Demain, il peut tourner. Il a libre arbitre. Il dit non, Moshe n'avait plus le libre arbitre. En fait, le Meshach Chochma, il n'a plus le libre arbitre. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau où il a réussi à s'enlever de lui-même le libre arbitre. Yesh kaze darga. À Kolpamim, donc c'est un niveau très élevé, ou même il dit aux Havot que son niveau était plus grand, ce qui n'empêche pas que les Havot, même s'ils n'ont pas été navis comme Moshe qui parlait face à face, ou qui ont des niveaux comme ça, ils ne sont pas montés dans le ciel comme Moshe Rabbeinu, ça n'empêche pas que c'est eux les Havot. C'est eux la racine du clan d'Israël, et comme il a dit Moshe Rabbeinu, à Hachem, quand il a dit je recommence tout à partir de toi au monde du Hegel, il a dit sur les Havot on peut peut-être faire quelque chose, sur moi, en malasot. On ne peut pas faire un peuple à partir de moi, ça ne tiendra pas. Comme ça Moshe, donc, Moshe il était conscient. Il était conscient de son niveau plus élevé en tant que prophète et conscient de sa petitesse par rapport au Havot. En cas, il est très 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 Moshe. Et parmi toute la grandeur de Moshe, qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Il a vu que les Juifs y souffraient. Il est parti voir, il a souffert avec eux, il a porté leur fardeau, il a enlevé son habit de ministre, c'est marqué dans le Midrash, son dargon, et il a mis des habits comme ça normaux et pour aller les voir et souffrir avec eux. Vayar Besilotan, Rashi il dit Nathan Ena Velibo Liot Metzeralem, il a mis ses yeux sur eux, il a mis son cœur avec eux, comme ça il dit Rashi, ses yeux et son cœur. Et ça, c'est comme ça que la Torah nous décrit la délivrance. La délivrance, ça va se passer avec un homme qui s'intéresse à l'esclavage. C'est manienne comme cette mida que Chachamim et que la Torah elle-même elle nous présente. Même Moshe Rabbeinu ensuite quand il s'est enfui, parce qu'il a tué l'Égyptien, donc il a dû s'enfuir à cause des délateurs de Dathan et Aviram qui ont raconté à Paro ce qu'il a fait. Il a dû s'enfuir. Et ensuite il est parti à Midian chez Yitro. Et là-bas il a vu les filles de Yitro qui avaient des problèmes. Tout de suite il est intervenu, il est parti les sauver. On voit Moshe Rabbeinu, Mamash, depuis le début il commence à s'intéresser. Quel est ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? On va t'aider, je peux t'aider. Pour le clan Israël, il ne pouvait pas les aider, pleurer avec eux. Mais il faisait quelque chose. Mais Agnen, que c'est d'Afka cette mida-là que la Torah nous présente, et c'est Nira dans le Midrash, quand au moment du buisson ardent que Hachem il va donner à Moshe Rabbeinu sa mission, dans le Midrash c'est marqué, parce que Sar Lirot, il s'est tourné vers le buisson, et le Midrash il rajoute, et vers le clan d'Israël, Moshe Rabbeinu il a fait savoir de se tourner. Alors tu vas pouvoir délivrer le clan d'Israël. Donc puisqu'on s'intéresse à c'est quoi cet exil en Égypte, c'est quoi le problème, alors lorsqu'on commence à voir maintenant les qualités de Moshe qui sont mises en exergue, ça nous dit un petit peu aussi, eh bien, comment la Géoula, elle a pu se concrétiser. On va expliquer exactement quel était le problème en Égypte et comment Moshe Rabbeinu lui-même, avec ses midot tovot, eh bien, il a réussi à, on va dire, entraîner un petit peu la Géoula. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aussi. Dans la paracha, c'est marqué aussi que Moshe Rabbeinu se demandait, c'est bizarre, Achen Oda Davar, lorsque ça s'est fait savoir qu'il a tué l'Égyptien, hein, Achen Oda Davar, maintenant la chose est sûre, Rashi rapporte que Moshe Rabbeinu, Achen Oda Davar, il se demandait pourquoi ils sont en exil en Égypte, les Juifs. Pourquoi j'ai mis les amis en Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et mon frère, ils travaillent maintenant, ils sont esclaves. Et quand il a entendu qu'il y a des délateurs qui ont raconté à Paro ce qu'il a fait, et que maintenant il... Achen Oda Davar, j'ai compris. Comme ça, il ramène Rashi. Alors c'est manienne, pourtant les Bnei Israël, ils avaient arrêté de faire la Brit Mila. C'est marqué dans le Midrash, ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Ils ont dû faire la Brit Mila au moment de Korban Pessah, tout ça, ils avaient arrêté. Et ils se sont mélangés aux Égyptiens. Ils sont partis de Goshen, de la ville où il y avait Yaakov et les tribus à la base. Ils sont partis, ils se sont mélangés. Vatimale Haaretz Sotam, le Midrash il dit, c'est quoi? La terre s'est remplie d'eux. C'est quoi la terre? Mais comme Srok. C'est les endroits où il y avait des jeux et de la rigolade. Et comme ça, les Égyptiens ils faisaient comme ça des ambiances, des jeux, des théâtres. Là-bas il y avait des Juifs. Donc il manquait pas de fautes, les Juifs. Mais Moshe Rabbeinu ne comprend pas. Mais pourquoi vous êtes en Égypte? Pourquoi vous êtes esclave à Paro? Il ne comprenait pas. Jusqu'à qu'il y a eu cette délation, il a compris.
C'est magnifique. Pourtant, il manquait pas d'Averot. Il manquait pas d'Averot. Alors, le Yesod, je vais vous le dire, le Yesod, pour comprendre toute la paracha, Shemot, Mitzraïm, Moshe Rabbeinu, la Géoula, il est marqué dans le Rambam. Dans le Rambam, c'est marqué dans le Moré, dans le Chelek Gimel Perek Nun Aleph. Excusez-moi, j'ai deux questions. Pourquoi ils ne peuvent plus garder la brite alors qu'on dit qu'ils ont gardé et leurs vêtements et leur prénom, ce qui les a sauvés d'une part, et d'autre part, il y a un truc qui me fascine à chaque fois et je ne comprends plus pas. Moshe Rabbeinu, c'était le numéro 2, 3 dans la hiérarchie chez l'égyptienne. Donc tuer un Égyptien, franchement, ou un être, c'est une rigolade. Il y en avait tous les jours qui les tuaient. C'est aucun rapport. Alors, c'est pas lié au chiour, mais c'est des bonnes questions. Sur la bride, c'est marqué qu'ils avaient honte parce que c'était un signe religieux, mais tout ce qui n'était pas signe religieux, alors ça passait. Mais ça, que c'était un signe religieux, on les attrapait sur ça. Et cette question, la deuxième question, je l'ai vu poser ce matin. Arrête, c'est pas grave. C'est marqué que le Meshach Chochma, il pose la deuxième question que vous avez posée. Il ramène un midrash qu'ils sont partis raconter à Paro. Ils sont partis raconter à Paro qu'il a tué. Il a dit mais il y a un rêve l'eau, tant mieux pour Moshe. Voilà. Et après quand il a dit mais c'était pour défendre un juif parce qu'il s'occupe des juifs, il a dit là chayav mita. Le Meshach Chochma, il dit ce que vous dites. Akol panim. Pour reprendre donc, le Rambam, pour répondre aux questions, non, c'est plutôt le kivun, l'axe du shiur qu'on prend, c'est de comprendre c'est quoi exactement la difficulté du koshi de l'esclavage en Égypte. Pourquoi c'est, d'après le Ramchal, c'est la plus grande galoute et la plus grande géoula. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Égypte? On a vu dans le travail, même si c'était dur, mais ça n'a pas l'air de meyouchad par rapport à d'autres exils que malheureusement on a eu et d'autres souffrances. Donc quelle est la difficulté de l'Égypte? Et on a demandé sur le nom de la paracha, Shemot est le nom du livre, et Moshe Rabbeinu. Pourquoi la Torah elle nous montre la particularité de Moshe, qu'il se tourne vers les autres, il se tourne vers le buisson. Alors le Rambam il explique tout le Rambam dans le Moré, Ire Ine, Nireli Ata o Iyun Nifla. J'ai trouvé Iyun Nifla une réflexion extraordinaire. Shebo Mitparkim Svekot, qui résout tous les doutes, Vitgalou Bosodot, et qui révèle tous les secrets. Ça a l'air d'un bon titre. Ve'u, et c'est quoi? C'est le biour de la Hashgacha pratique. L'explication de comment Hachem il intervient sur terre. Comment Hachem il intervient. Et comment il intervient, on le sait, hein, il va dire des choses qu'on connaît. Mais c'est bien toujours de le rappeler et de le dire. Hachem il intervient, mida keneged mida. Mesure pour mesure. Et écoutez les mots du Rambam. Les filles, erer da'at kol baal de'a. Selon le da'at, la perception d'un homme d'Hachem, kenti hashgacha bo. Selon sa perception, ainsi sera la conduite d'Hachem avec lui. Si un homme il est chalem, et sa pensée elle est dans Hachem, et sa perception d'Hachem elle est constante, alors la hashgacha d'Hachem, pour lui elle est constante. Pas un seul instant il sera dans les mains des événements, de la nature, de péripéties. Il sera dans les mains d'Hachem. Lui il pense à Hachem, Hachem il pense à lui. Mais si l'homme il oublie qui il est, il oublie sa fonction, il oublie son rôle, il oublie Hachem. Alors Hachem il dit aussi, mesure pour mesure. Parce que c'est comme ça qu'Hachem il se conduit sur terre. Donc, si on oublie Hachem un seul instant, alors au moment, et ça peut être même quand on parle de lui qu'on l'oublie, hein. Alors, donc un seul instant, à ce moment-là, la hashgacha d'Hachem, elle s'éloigne de nous même un seul instant. Mesure pour mesure, un seul instant. Donc selon la perception, donc la manière dont il perçoit Hachem, et on va dire pas seulement la qualité, mais la quantité, il dit, le zman, erer zman, le nombre de temps ou de fois où il pense Hachem, eh bien il verra ainsi la main d'Hachem. Hein, comme il dit le Midrash, Hachem Tzidra, Hachem il se comporte comme une ombre. Tu montres un doigt, deux doigts. Tu montres devant une lumière un signe, tu verras sur le mur une ombre parallèle. De même, Hachem Tzidra alia diminecha. C'est mon cas, Hachem il agit berachamim. Mais cette rachamim là, elle s'inscrit dans un mahalar, dans une anaga, une conduite qui est liée à tes actions. Comme ça se passe sur terre. Mida keged mida. Et donc il dit que c'est pour ça que parfois il y a des mikrim
il y a des crimes, des événements malheureux, parce que c'est des moments où Hachem il est oublié. Mais si Hachem, un homme il pense à Hachem, c'est Yadoua, hein, la Yeshiva de Mir, ils ont traversé jusqu'à Shanghai combien de villes nazies, et juste avec le Yesod, ils racontent comme ça, moi j'étais à Mir, et donc les Rashi Yeshivot ils racontent, c'est plein de Sipourim, il y a un livre entier qui a été écrit avec les Sipourim, la traversée, que combien d'Ashgara pratit, et le Rosh Yeshiva il disait, il répétait, Rav Shmulevitch, tous les Rashi Yeshivot, Enon Milvado, tu penses à Hachem, t'es tranquille, pendant la traversée, tu penses à Hachem. Steinman il dit, Nachon, que parfois il y a des mikrim où il y a un décret sur un homme meyouchad et que c'est son moment, alors ça c'est Yeshladoun sur ça. Mais de façon générale, eh bien, il n'y a pas d'événement comme ça incertain, il n'y a pas de hasard pour celui qui a une Ashgacha, qui a la providence. Et la providence d'Hachem, elle dépend de toi, la manière dont tu te tournes vers lui. Dit le Ramchal, pour revenir maintenant à l'Égypte, dit le Ramchal que c'était quoi la difficulté de l'Égypte, Omer Ramchal. Dans Dad Vunot, chapitre 146, dit le Ramchal, l'Égypte c'est la plus grande galoute. Pourquoi ça plus... Il n'y aura pas, il dit, Loya galoute les fanav ou la harav. Il n'y aura pas une galoute avant, une galoute après, aussi grande que la galoute en Égypte. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ayou meshukaim ba'avoda. Ils étaient complètement dans leur esclavage, complètement dans l'Égypte. Ils étaient complètement dedans. Ils étaient plongés. Quand on dit 49e degré d'impureté, ils étaient complètement dedans. Ils n'avaient pas le temps de penser à leurs femmes, le Midrash dit. À leurs enfants, ils n'avaient pas le temps. Paro, à chaque fois qu'ils voyaient qu'un juif y pensait, ils disaient, ah mais t'as le temps de penser? Attends, on va te rajouter encore du travail. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire chez le voisin, on va te rajouter du travail. Paro, comme c'est mais Jérémie dit comme ça, mais Jérémie dit le Tsarara, il est incarné par Paro. Regarde Paro comment il agit, il t'empêche de penser. Dis le message de Jérémie, c'est comme ça qu'il marche le Tsarara, il t'empêche de penser. Tu continues ton train-train, ta routine, ta course, comme un cheval fougueux qui n'a pas le temps de réfléchir, et donc tu n'as aucune chance de faire tchouva parce que tu ne penses pas. Paro, il empêchait de penser. Et comme ça dit le Ramchal, que les Israël, ils n'avaient pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit, même pas à eux, même pas à leurs enfants, même pas à leurs femmes. Et alors à Hachem, il dit à Hachem, Bichlal, c'était... Ils avaient complètement oublié. Et alors, il y avait Lo Hayalem Torah, ils n'avaient pas de Torah pour se rappeler d'Hachem. Donc ils n'avaient pas de Torah, ils n'avaient pas de mitzvot. Et ils n'avaient pas le temps, et la force, et on va dire la sérénité pour pouvoir penser. Ils n'avaient pas. On leur laissait pas. Ça c'est un koshi, c'est même si le travail et la souffrance, elle n'est pas aussi dure et la cruauté, elle n'est pas autant que dans d'autres exils qu'il y a eu, et dans d'autres souffrances que les Juifs ils ont eu dans les autres époques, mais dans, on va dire, l'éloignement des autres et d'avec Hachem, le chisaron dans le Ben Adam et Ben Am Chavero, il n'y a pas un plus grand chisaron qu'en Égypte. Il n'y a pas eu. Ça c'est le essai du Ramchal, c'est la difficulté de l'Égypte. L'essentiel de l'Égypte, c'était que l'homme il était recroquevillé autour de son esclavage. Est-ce que je vais finir mes briques ou non? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Omer à Ramchal, c'est très dur ce qu'il dit. Et du coup, Hachem, la Ashgacha d'Hachem, elle était Keilu Azav et Haolam. Keilu. Hachem, on l'entend plus, on le voit plus, parce que Hachem il a dit mesure pour mesure. Selon votre comportement, ainsi le mien. Si les Juifs ils ont tous oublié Hachem, alors Hachem, il les oublie, si on peut dire. Mais il a dit à Moshe, tu crois que je les ai oubliés? Keilou. C'est comme ça que la conduite, elle se passe. Mais lorsqu'il est apparu à Moshe, dans un buisson, il a perdu. Pourquoi un buisson? Comme il ramène là-bas les Rishonim, le Midrash. Parce que Hachem dit, regarde comment je souffre. Imo anochi betzar, chaque brique, comment je souffre. Je souffre avec eux, je suis avec eux. Badaï, je suis avec eux. Et même après, lorsqu'ils ont été sortis d'Égypte, et qu'ils sont arrivés à Matan Torah, et que le ciel s'est ouvert pour recevoir Torah, il y avait encore les simanim de la souffrance. Ils ont vu l'Ivnat à Sapir, ils ont vu dans le ciel, dans les sphirotes du ciel, ils ont vu des briques chez le saphir, des briques de saphir. Hachem dit, j'ai encore mal de ce qu'ils ont eu en Égypte. Alors ils disent, mais on a Matan Torah, ça y est, on a Matan Torah. J'ai encore mal. Donc Hachem, il va qui souffre avec le clan Israël et qui mais la anaga, la conduite dans ce monde qui dépend de nous, là c'est une anaga tout à fait obscure. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait quelqu'un qui commence à sortir de son petit monde à lui, et des fois c'est difficile lorsqu'il y a des souffrances. Et Moshe Rabbeinu, il a pu le faire. Lui, c'était une autre épreuve, sortir de sa malroute, de sa royauté, de sa grandeur, de son poste au palais. Mais il est sorti. Vayetse Moshe, il est sorti. Sarlirot, il va voir qu'est-ce qui se passe. Les Juifs, il va mettre ses yeux, il va mettre son cœur. Un buisson ardent, qu'est-ce que c'est? Moshe, il est sorti, il a commencé à se tourner vers les autres. Alors là, c'est le début de la Géoula. Tu commences à te tourner vers Hachem, te tourner vers les autres, c'est le début de la Géoula. Il a dit, je comprends pas les Juifs. Pourquoi ils sont
sous Paro, il a dit Moshe Rabbeinu, pourquoi ils sont avec un roi si méchant Paro? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il y a marqué que Paro il s'est dit, si les Juifs, je les laisse tranquilles, ils vont former une armée, Venil Rambanou, ils vont se joindre à nos ennemis pour nous combattre, Ve'ala Minaret, ils vont renvoyer tous les Égyptiens de l'Égypte. Est-ce qu'on a déjà vu un truc pareil? On n'a jamais vu un truc pareil. J'ai vu le Radam Souri, on n'a jamais vu un truc pareil. C'est ça qu'il ne comprenait pas Moshe. Mais qu'est-ce qu'il est passé dans la tête de Paro et des ministres pour croire que les Juifs, ils vont former une armée, se lier aux ennemis d'Égypte et renvoyer les Égyptiens de l'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que Moshe, il ne comprenait pas. Lorsqu'il a vu qu'il y a des délateurs, des gens qui commencent à raconter des choses et qui essaient, avec l'esprit comme ça tordu, qui racontent sur chacun des choses comme ça, et qui essayent de faire accuser le clan Israël, il dit « Ah, j'ai compris. Si chez les Juifs aussi, il y a un malheur comme ça, que chacun il regarde l'autre avec un Aïn Ra, avec un mauvais œil, et il imagine sur lui colminer Marchavot, parce que malheureusement, lorsqu'il y a l'épreuve de l'esclavage, lorsqu'il y a une épreuve, une souffrance, on a du mal à avoir de la patience et un bon œil sur l'autre. L'homme qui est dans la difficulté, alors il aura naturellement un œil négatif. Donc quand il a vu que les Juifs, ils ont un œil négatif les uns sur les autres, ah, j'ai compris. C'est vous qui avez entraîné que Paro, lui aussi, il a un œil négatif sur le clan Israël. Mais Akol Panim, ça c'est la difficulté de l'Égypte. Et ça n'a commencé que, dit la Torah, quand Vayamot Yaakov Vekol Adoraou. Lorsque les Bnei Israël, les enfants de Yaakov, eh bien, ils sont tous niftarim, alors là ça a commencé le nouveau roi et les nouvelles... Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, les enfants de Israël, les 70 âmes, eh bien, ils étaient Ba'im Mitzraïm. Ils sont arrivés en Égypte. On a dit, mais ils ne sont pas arrivés maintenant. Mais c'est comme s'ils sont arrivés maintenant. Ils sont restés en Égypte, Kashoura Hashem. Yaakov il a dit, je ne vais pas en Égypte tant que Yehuda, il ne va pas là-bas nous faire un Bet Midrash, Bet Talmud. Donc, il va Yehuda, il envoie Yehuda, le Horot, faire un Bet Hora'a en Égypte. Lorsqu'il y aura un Bet Talmud, un Bet Torah, on va en Égypte. Et il est arrivé, Ishu Beto, l'homme et sa maison, comme c'est marqué dans la paracha de Veishlach, là-bas c'est marqué que quand il écrit le mot Baït, ça fait référence au Bet Midrash, parce qu'il y a marqué Yaakov, il a fait des soukot pour son troupeau, Veivenlo Baït, et lui il s'est fait une maison et il a fait des soukot pour son troupeau. Et on appelait l'endroit soukot. Alors les Mefarshim me demandent, c'est quoi, parce que t'as fait des soukot au bétail, tu appelles l'endroit soukot? Ils disent parce que oui, Yaakov il avait compris. Tout ce qui est les affaires matérielles, le semoncier, le bétail, le troupeau, on fait que des cabanes, mais lorsque c'est pour la Torah, les mitzvot, on fait un baït. Baït, c'était le Beth Midrash. Le Beth Midrash, on fait un baït, Migdal Oz, il dit le Ramban, il a fait un Migdal Oz. Là où il va résider, où il va pratiquer la Torah et mitzvot, c'est Migdal Oz. Pour le troupeau, on fait un abri. Alors on appelait l'endroit Soukot pour se rappeler de le comportement de Yaakov. Donc on voit Ishu Beto, lorsque Yaakov il arrive avec le Beth Midrash, il arrive avec son foyer Chazak, alors il sait, Baï Mitzraïma, ils sont comme s'ils viennent d'arriver. Ils se sont pas mélangés, ils n'ont pas oublié Hachem. Tant qu'il y avait ce kécher avec la Torah, eh bien ils n'ont pas oublié Hachem. Lorsqu'ils sont sortis, comme ça il explique Radam Sofer les psukim, il dit c'est pour ça qu'on te dit Shemot, les noms. C'est quoi Shemot? Le Midrash il dit comme les étoiles. Les étoiles, chacune elle a sa fonction. Chacune elle fait partie d'un mazal d'un astre et d'une constellation. Elle envoie un flux qui s'intègre avec tous les autres flux de chaque étoile. Et Kajbourou, il connaît les noms et les fonctions de chaque étoile et il code le nom. Alors voilà, elle c'est ça son nom, elle c'est ça sa fonction. Le nom c'est la fonction, c'est l'essence d'un homme, le nom. Donc le nom des étoiles, ça veut dire qu'est-ce que chacune elle apporte. À l'époque, dans les étoiles, il pouvait dire exactement ce qui va se passer dans le monde. Tous les détails de ce qui va se passer, c'est marqué dans les étoiles. Le clan Israël il est au-dessus du mazal. On peut encore changer. À ce moment-là, les étoiles elles vont bouger différemment. Mais quelqu'un qui sait lire dans les étoiles, il sait ce qui va se passer. Parce que chacune a sa fonction, a son rôle pour amener un flux spécifique. Donc au tout d'abord, tant que les Juifs, ils savaient qui ils sont, quelle est leur essence, quelle est leur fonction, ils ne sont pas mélangés aux Égyptiens, ils n'ont pas pris leur minagim et leurs coutumes et leurs amusements, leurs jeux. Comme dit le Midrash, ils ont commencé à faire leurs jeux. Tant qu'il n'y avait pas ça, ils étaient à Goshen, avec le Beth Midrash, avec Yaakov, il n'y avait aucun problème. Mais c'est ça l'idée de la laitue. Au début c'est doux et après c'est amer, comme en Égypte. Tant qu'on était Kashoura Hashem, on avait la providence d'Hachem. Quand les Juifs ils ont dit allez, on sort de Goshen, et du coup ils ont oublié Hachem parce qu'ils n'avaient pas de Torah, pas de mitzvot, c'est pas de leur faute. Ils n'avaient pas de Torah, pas de mitzvot, ils n'avaient rien qui les rattachait. Goshen c'était le seul moyen de rester attaché à Akadosh Baruch Hu. Donc quand ils sont sortis, malgré eux, dit le Ramchal, ils ont oublié Hachem. Alors là ça a commencé que les Égyptiens, l'esclavage a commencé, la phase des Égyptiens a changé, un nouveau roi, d'après certains c'est le même, mais c'est comme un nouveau roi qui s'est levé sur l'Égypte. Donc on dit le Rambam, l'explication, et le Ramchal aussi va dans ce sens, l'explication à tout ça de la Hashgacha, c'est selon la manière dont un homme il se tourne vers Hachem et il se tourne vers les autres.
S'il se tourne vers Hachem, il se tourne vers les autres, il verra de la providence dans sa vie. S'il oublie Hachem, il oublie les autres, il n'y a plus de providence, c'est fini. C'est le rocher, l'obscurité. Et ça, c'est le gros problème de l'Égypte, c'est qu'ils étaient mamache, enfoncés en Égypte. Tout le monde n'a pas pu sortir. Un cinquième. Donc c'est une grande Géoula, mais pour un cinquième. C'est-à-dire que, imaginez à quel point on était dedans. Et Hachem dit, Goy Mikerev Goy, j'ai dû arracher un peuple au sein d'un autre peuple. Donc il y avait, bien qu'on avait encore des simanimes de judaïcité, des signes de Jésus, mais c'était très léger, et on était vraiment imbibés de l'Égypte et de l'esclavage. On n'avait pas pensé à autre chose qu'à l'esclavage et à l'Égypte. On n'avait pas pensé. Ça, c'est la difficulté de l'Égypte. Le pharaon, Oui. le fait qu'ils aient eu peur de leur peuple de l'intérieur, le fait de les mettre en esclavage, en quoi ça a empêché une révolte? Alors il s'est dit, je vais les préoccuper avec le travail, qu'ils aient pas le temps de penser. Il a eu peur qu'ils se multiplient. Alors il a fait en sorte que les maris travaillent loin de leurs femmes et qu'ils n'aient pas le temps, qu'ils n'aient pas les nerfs de rentrer chez eux et de continuer à avoir des enfants. Donc il a tout fait en sorte, c'est prichout d'Eretz, comme on dit dans la Gada. Il a tout fait pour qu'il y ait une prichout de Eretz et fatiguer l'homme moralement, construire des binyanim qui ne font que tomber, Pitom et Ramsès, Pitéom et Mitrocès, tout le temps il n'y a aucun intérêt à ce que tu fais. Donc l'homme il n'a aucune satisfaction, donc moralement il est cassé, physiquement il est cassé. Et dès que le juif il commence à penser à quelque chose, Nirpim eter Nirpim, vous avez du temps, alors vous commencez à réfléchir. La reine Atem Omrim, on va servir Hachem, etc. Donc Paro il veut empêcher, il veut complètement. Celui qui est esclave, il a envie de sortir de cet état d'esclavage. Oui, mais au bout d'un moment, si c'était d'un coup, ça s'était fait d'un coup, alors il y aurait une révolte. Mais doucement, progressivement, et que t'es dedans, et puis t'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps de penser, et t'as pas de projet, rien du tout, tu penses même pas à ta famille, à tes enfants, à rien du tout. Et jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il a commencé à initier le processus de la délivrance, c'est quoi? C'est un petit peu, malgré la difficulté, sortir de son égocentrisme. Lorsque tu sors de toi-même, de ta situation, il y avait Tribu de Lévi qui étudiait, il y avait qui étudiait, mais Kaniré que c'était pas un srout suffisant, et que eux aussi il y avait une HPA. Kaniré. Et peut-être que eux ils avaient la Hashgacha, ils avaient la Hashgacha, mais une providence, mais les autres n'avaient pas. Donc il y avait besoin d'une vraie délivrance pour les autres. Donc Al-Kol Panim, tout ça pour dire que donc, le Yesod pour nous, c'est que on est vadaï pas dans la même situation qu'en Égypte. C'est une autre épreuve complètement parce qu'on a la Torah, le Ramchaliti. Il n'y aura pas une galoute comme l'Égypte. Parce qu'on a la Torah, on a une Yesod, on a un Kesher avec Hachem. Mais lorsque on arrive à cette période-là et qu'on relie les parachutes pour comprendre c'est quoi la grandeur des Goulat Mitzrayim, c'est comprendre que voilà, que Akash Baruch Hu, il attend que ça, de interagir dans le monde, d'interagir, de faire du chesed, de donner à chaque juif une providence extraordinaire, comme Rav Moshe Weinstein qui on raconte qu'il ouvrait toujours le livre à la bonne page. Hachem il attend que ça, de montrer à l'homme sa main. Mais il faut que l'homme y pense, il dit le Rambam dans le Moré, que l'homme y pense à Hachem. Si tu penses à Hachem en permanence, Hachem y pense à toi et il te montre sa présence en permanence. Lorsque tu l'oublies, alors malheureusement, il y a ce qui se passe en Égypte, qu'il y a aussi un genre d'oubli, qui est ilou. Azav et Haaretz, il dit le Ramchal, qui est ilou. Donc, un renforcement dans se tourner vers Hachem et se tourner vers les autres en permanence.